À Goutevor, Shavuatov, avec l'aide de Dieu, on continue de raconter l'histoire du grand chassid du Rabbi, Reb Mendel Futterfass. Alors, Bekitsu, en résumé ce qu'on avait dit les fois précédentes, Reb Mendel, il a été séparé 17 ans de sa famille. On sait très bien qu'il a falsifié des passeports polonais pour permettre au plus de familles juives de quitter l'URSS après la Seconde Guerre mondiale. Donc en 1946, il a fait partir sa famille devant. En 1947, il a été malheureusement attrapé, découvert par les soviétiques. Et donc il a eu 8 ans, condamnation à 8 ans de travaux forcés au goulag, jusqu'en 1955. Et ensuite encore 8 ans où il était bloqué en URSS. Il était libre, entre guillemets, mais il était bloqué en URSS jusqu'à ce que, grâce à Dieu, il ait l'autorisation de quitter l'URSS en 1963 par l'intermédiaire d'une négociation du député anglais, britannique, M. Harold Wilson. Donc en 1963, il retrouve sa famille, sa femme Léa, sa fille Dobrouchka, son fils Berel, et donc les grandes retrouvailles entre lui, sa femme, ses enfants, ses petits-enfants. Et il raconte que bien que c'était difficile pour lui de s'intégrer à la nouvelle vie, puisque lui, il venait de Russie, du RSS, il arrive en Angleterre, bien sûr qu'il ne parle pas du tout l'anglais. Et une petite histoire intéressante, drôle qu'il raconte, c'est qu'il dit qu'il ne savait pas parler anglais, mais pour faire Mifsaïm, pour proposer aux autres juifs d'aller mettre les tefillin, par exemple, il disait I Jewish, donc je suis juif, you Jewish, tu es juif, I tefillin, you tefillin. Je tefillin, tu tefillin. Il avait quelques mots comme ça, il se démontait pas et il allait voir les juifs de l'époque en Angleterre et il mettait les tefillin comme ça, il participait aux campagnes de mitzvot du Rabbi. Et lui-même plus tard, quand il était en Israël, comme on verra après, il racontait que comment ça se fait qu'il était tellement investi, surtout dans la campagne des tefillin. C'est que comme au Goulag, il y a eu des centaines de fois malheureusement où il n'a pas pu mettre les tefillin, comme on avait raconté dans les histoires précédentes, comme quoi à un moment donné il a perdu ses tefillin, ou ses tefillin sont devenus non cachers, il ne pouvait plus les utiliser. Et ben comme il a eu des centaines et des centaines de fois, de jours où il n'a pas pu mettre les tefillin, il était très très triste de ça. Il a dit il faut que je rattrape les choses. Et donc quand il a pu mettre les tefillin et qu'il a pu être dans des pays libres, il en a profité pour essayer d'influencer le plus de juifs possible pour que eux mettent les tefillin et entre guillemets pour qu'ils puissent rattraper toutes les fois où lui il n'a pas pu les mettre quand il était au goulag. Donc on va dire, une fois qu'il est arrivé à Londres, beaucoup de simcha, on a dit la dernière fois qu'il a aussi pu voir le rabbi très rapidement, on va dire rapidement en tout cas, et donc il y a eu une période de grande joie, de grande tranquillité pour lui, jusqu'à ce que malheureusement il soit frappé par la dernière, si on peut dire la dernière épreuve, grosse épreuve de sa vie, qui est que sa fille Dobrouchka, Liberov, donc son nom de mariage c'était Liberov, elle a été malheureusement tuée dans un accident de voiture. Elle était en voiture avec ses 11 enfants et malheureusement elle est morte d'un accident de voiture, donc en 1971. Reb Mendel raconte qu'il était totalement dévasté. On imagine bien, surtout quand on a expliqué les fois précédentes toutes les épreuves qu'il avait eues déjà dans sa vie, et puis quand on remonte aussi au début, quand on savait qu'il avait 6 enfants et qu'il avait perdu 4 enfants d'une épidémie en Ouzbékistan. Donc il lui restait 2 enfants, et là encore il perd, on va dire, sa fille, Dobrouchka, et donc il était complètement dévasté, détruit. On raconte que quand il allait pour l'enterrement, il murmurait, les gens l'entendaient murmurer, qu'est-ce qui se passe avec la Skil Rabina? C'est quoi la Skil Rabina? C'est une lettre dans le Tanya, où l'Admor Azaken, il dit, du ciel ne sort que le bien. Et donc lui, pendant qu'il allait à l'enterrement de sa fille, on l'entendait dire, mais qu'est-ce qui se passe avec cette lettre-là? Sous-entendu, il ne comprenait pas comment il pouvait lui arriver cette épreuve-là terrible. Et donc il avait du mal à comprendre, il a eu beaucoup de mal à s'en remettre, sa femme aussi d'ailleurs. Et après, il a raconté que c'est très dur, mais quand on est un homme, on n'a pas le choix que de se reprendre et de continuer à avancer. Mais on va dire que cette épreuve-là l'a vraiment marqué très profondément. Cette année-là, en 1971, c'est là aussi où il est parti s'installer en Israël à la demande du Rabbi, puisque le mashpia de la yeshiva de Kfar Chabad était décédé. Et donc lui, Reb Mendel, il a été envoyé par le Rabbi pour prendre la place de ce mashpia, donc de
si on peut dire, de ce mentor à la Yeshiva Chabad de Kfar Chabad en Israël. Il raconte une image de cette époque-là qui est difficile. Il dit que 1 an avant, le rabbi lui avait dit, voilà, et le rabbi pensait déjà à l'envoyer en Israël, et donc il lui avait dit d'aller en Israël pour voir un peu comment c'était à Kfar Chabad, etc., dans l'objectif qui s'installe plus tard. Et donc il a dit, il est parti à Kfar Chabad, visiter, pour voir, en sachant qu'il devrait s'installer là-bas. Et donc il disait, c'est extraordinaire parce qu'à la choule, il sentait une chaleur, il sentait une vitalité chassidique qu'il n'avait jamais connue à Londres. Il disait, à Londres, les Farbringen, ils étaient un peu, bon, il n'y avait pas grand monde, et puis ça durait pas si longtemps, ça finissait à 15 heures au maximum, tout le monde était rentré chez soi. Alors qu'il dit qu'à Kfar Chabad, le Farbringen commençait vraiment qu'à 15 heures. Donc l'heure où ça finissait à Londres, là ça commençait à Kfar Chabad vraiment. Et ça durait plusieurs heures. Et vous voyez qu'il n'y a personne qui partait. Quand lui il racontait ses histoires, il faisait Farbringen. Personne ne partait de la choule. Tout le monde écoutait jusqu'à la fin du Farbringen. Et donc il était pris par un sentiment d'émerveillement. Il se disait, mais c'est extraordinaire Kfar Chabad, dans cette yeshiva, dans cette ville. C'est là où j'appartiens, c'est là où j'ai envie d'être. Et quand il est rentré à Londres, après cette visite-là, on lui a appris que sa fille, elle était décédée dans un accident de voiture. Il est allé à l'hôpital et les médecins, les gens de l'hôpital ont cru que lui, c'était le rabbin de la famille. Ils n'ont pas pensé que c'était le père de la dame. Et donc quand il est arrivé, les médecins lui ont dit, ah, le rabbin de la famille, vous inquiétez pas, tous les enfants sont vivants, il n'y a que la mère qui est morte. Il ne savait pas que c'était le père de la mère, justement. Et donc il raconte, il dit, à ce moment-là, j'ai vécu ce que Haman il a vécu. Haman à Racha dans la Megillah, on dit qu'il a connu une élévation extrême, il est devenu premier ministre du roi, et ensuite il a connu une chute à la mesure de son élévation. Et donc lui, il dit, il se compare à Haman, et il dit, quand j'étais à Kfar Chabad, j'ai connu un sentiment d'élévation, d'émerveillement, et quand je suis rentré à Londres, tout de suite, il y a eu la chute qui a suivi. Il a fait un parallèle de ça avec l'histoire d'Aman. Bon. Un détail intéressant aussi qu'il raconte, c'est que donc 1 an avant qu'il parte à Kfar Chabad, le rabbi lui avait dit justement que ça serait bien qu'il parte là-bas. Et le rabbi lui a dit, voilà, bon, même si ça prend 1 an avant que vous régliez vos affaires à Londres et que vous partiez à Kfar Chabad, c'est très bien. Voilà, il vous faudra, même s'il vous faut 1 an avant de partir, c'est bien, commencez à vous préparer pour partir à Kfar Chabad. Et Reb Mendel, il raconte qu'à cette époque, il s'est dit, je ne comprends pas pourquoi le rabbi me dit 1 an, il faut se préparer pendant 1 an. Lui, dans sa tête, il se disait, mais en 1 mois, c'est fini, je règle mes affaires, je ferme mon business, je ferme ce que j'ai là-bas comme vie à Londres, et en 1 mois, je suis déjà à Kfar Chabad en Israël si le rabbi l'a besoin. Et après, quand il est rentré, il a appris que sa fille était décédée. Il y avait un enfant de sa fille, donc un de ses petits-enfants qui était à l'hôpital entre la vie et la mort. Et donc ça a mis effectivement 1 an pour que tout rentre dans l'ordre, entre guillemets, qu'il puisse partir, entre guillemets, tranquille à Kfar Chabad. Donc il a compris les mots du rabbi a posteriori, que le rabbi lui a dit, même si ça vous prend 1 an pour préparer vos affaires, pour faire ce qu'il y a à faire à Londres, avant de partir, c'est bien. Il a compris qu'en fait, le rabbi pensait déjà ou avait déjà vu cet événement malheureusement. Il a compris les mots du rabbi a posteriori. Donc ensuite, il est resté à Kfar Chabad. C'est devenu le grand mashpia, le grand mentor des chassidim de Kfar Chabad en Israël. Et il y a une histoire qui est racontée par un bachour, Reb Mendel Groner. Reb Mendel Groner, il raconte que tout le monde connaît, tous les bachourim, tous les élèves de la yeshiva qui arrivaient en fin de parcours, connaissaient Reb Mendel parce que quand il allait chez le rabbi, pour voir le rabbi, les bachourim qui étudiaient chez le rabbi, forcément, apprenaient à le connaître, entre guillemets, ou assister à des Farbringen, et ils avaient l'occasion de l'observer, d'apprendre beaucoup de choses de lui. Et donc Reb Mendel Groner, il dit que voilà, il connaissait Reb Mendel de loin, on va dire, comme un bachour lambda qui voyait Reb Mendel aller chez le rabbi de temps en temps à New York, enfin pas de temps en temps, une fois par an si je ne dis pas de bêtises, aller chez le rabbi tous les ans à New York, et donc il connaissait Reb Mendel de loin. Sauf que ce bachour, à l'époque, Reb Mendel Groner, il s'est marié ensuite avec une Esther Liberov, une certaine Esther Liberov, qui était donc la petite fille de Reb Mendel. La fille de Dobrushka Liberov, qui était donc la petite fille de Reb Mendel. Et donc, Mendel Groner, qui s'est marié avec la petite fille de Reb Mendel,
il raconte que là, une fois qu'il est rentré dans la famille, si on peut dire, il a pu connaître Reb Mendel un petit peu. Il raconte des détails intéressants. C'est qu'il dit qu'en 1988, donc bien après 1971, on était dans l'année 71, mais là on passe en 88. Mendel Groner raconte que donc il était chez Reb Mendel Futterfass pour quelque temps en Israël. Il raconte que c'était encore dans les premières années, on va dire, où il y avait des chassidim comme ça qui s'attachaient au rabbi. Et il raconte que pour écouter les discours du rabbi en direct, il fallait qu'il se réveille dans la nuit. Quand il savait que le rabbi parlait, par exemple, il mettait une alarme, mettait un réveil pour se réveiller à l'heure, parce qu'avec le décalage horaire entre Israël et New York, souvent le rabbi, quand il parlait, ça tombait en pleine nuit en Israël. Donc quand on savait que le rabbi parlait, on mettait un réveil pour se réveiller à l'heure et écouter à la radio. Mais quand des fois le rabbi parlait de manière, on va dire, inattendue, il y avait toujours quelqu'un qui restait réveillé à Kfar Chabad. Et dès que le rabbi commençait à parler, il entendait la radio, il sortait dans sa voiture, il commençait à rouler dans tout le village, il mettait des coups de klaxon pour que les gens se réveillent et écoutent les discours du rabbi. Rien que ça, déjà, ça nous remet un peu dans l'ambiance qu'il y avait à l'époque, comment les gens se réveillaient en pleine nuit. Il y en a qui ont connu ça. Mais pour nous, les petits jeunes, on va dire, c'est intéressant de se remettre un peu dans le contexte, comment les gens se réveillaient en pleine nuit, comment il y avait toute une euphorie pour pouvoir écouter en direct les mots du rabbi. Et donc, Mendel Groner, qui était chez Mendel Futterfass à cette époque-là, il raconte que donc il se réveillait dans la nuit, surtout que c'était Pessah 1988, comme le rabbi parlait apparemment quasiment tous les jours. Alors tous les jours, il se réveillait comme ça dans la nuit pour écouter les discours du rabbi. Et bon, il était fatigué, Mendel Groner. Et donc un jour, ils ont écouté le discours du rabbi, il a voulu aller se coucher. Il était fatigué. Mendel lui a dit, nous, c'est pas poli, c'est pas bon, c'est pas comme il faut d'écouter un mot du rabbi et tout de suite d'aller dormir. Pas qu'on n'a pas le droit, mais c'est pas comme ça qu'on fait chez les chassidim. Il faut d'abord répéter ce qu'on a entendu du rabbi, réviser, si on peut dire, les enseignements que le rabbi nous a donnés, et ensuite on ira dormir. Et donc ça, c'était Reb Mendel. Et il raconte, quelques temps après, il était toujours là-bas, et que un soir, il y a eu un discours du rabbi, mais inattendu justement. Donc la personne dans le village, elle est venue, elle a klaxonné, tout le monde s'est réveillé en panique, et il a vu Reb Mendel donc arriver dans le salon, il a vu son visage très 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 rouge comme ça. Et il a compris que Reb Mendel, il était malade ce jour-là. Pourquoi? Parce qu'il avait un ulcère d'estomac, il raconte. Et malheureusement, sans faire exprès, quelqu'un la veille lui avait servi du jus d'orange et ça lui avait complètement brûlé l'estomac. Et donc il a vu Reb Mendel comme ça se réveiller en pleine nuit pour écouter le discours du rabbi, mais il a vu qu'il était rouge. Et lui, il s'est dit dans sa tête, Mendel Groner, il s'est dit, ah, ce soir, c'est sûr et certain que juste après le discours du rabbi, Reb Mendel, il va dire, allez, on va se recoucher parce que là, il est vraiment malade, il ne va pas tenir. Et il s'est trompé, parce qu'à la fin du discours du rabbi, Reb Mendel, il a dit, nos sages, ils disent que la Torah, on peut l'acquérir qu'avec de la souffrance. Donc même ce soir où j'ai très mal, on va veiller jusqu'à qu'on ait répété le discours du rabbi et ensuite seulement après on ira dormir. Voilà, donc ça on a survolé un petit peu, on a voyagé un peu dans le temps. En tout cas, on a vu malheureusement la dernière grande épreuve de Reb Mendel, la perte de sa fille. Et on a vu que malgré cette épreuve, il a su se relever, si on peut dire, même s'il est resté toute sa vie bouleversé par ça, mais il a su se relever, continuer à avancer. Et si on peut dire commencer une nouvelle vie à Kfar Chabad en devenant le mentor, le mashpia de ces juifs-là, de ces premiers chassidim-là qui étaient en Israël à l'époque. Voilà, avec l'aide de Dieu, on continuera lors du prochain épisode. Des bonnes nouvelles, Shavua Tov.